Bienvenue à cet Art Café. Donc, Art Café, c'est un webinaire qu'on a mis en place depuis 2 ans maintenant. Le ARCA, qui est l'association régionale de coordination en addictologie, pour parler de sujets divers et variés d'addictologie sur un petit format d'1 heure, qu'on pourra revoir en replay. On vous enverra les codes pour revoir la séquence. Donc, je vais vous demander à tous et toutes de fermer vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence et de les rouvrir après quand il y aura des questions. Les questions peuvent aussi être posées par la messagerie de Teams. Il faut se brancher sur conversation et mettre vos questions et vos remarques. Je les colligerai et puis on en fera une synthèse. Donc aujourd'hui, on accueille le docteur Lazarette pour nous parler des troubles du comportement alimentaire, en espérant que les choses soient plus claires après, parce que qui dit trouble dit qu'on peut éclaircir les choses. Trouble du comportement alimentaire et addiction, c'est un problème récurrent. Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que ça n'est pas une addiction? À partir de quand est-ce qu'il faut le pathologiser, entre guillemets? On verra que, en fonction des différentes définitions des DSM, on est avec ou sans addiction. Voilà, donc je vous laisse et vous présenter et nous dire tout ce que vous voulez nous dire. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à parler de ce sujet qui m'intéresse depuis pas mal d'années maintenant. Donc, j'ai une double activité. Je suis praticien hospitalier à temps partiel à l'hôpital de Nîmes. Et depuis un peu plus de 2 ans, j'ai aussi une activité libérale à Villeneuve-les-Avignon. Alors, pour quelques définitions pour commencer, donc TCA, c'est l'acronyme pour trouble du comportement alimentaire. J'aurai l'occasion de l'utiliser à plusieurs reprises. Donc, on parle de trouble du comportement alimentaire quand il existe des perturbations significatives et durables de la prise alimentaire qui entraînent une altération du fonctionnement psychique, physique et social qui ne sont pas dues à une pathologie somatique. On peut avoir du mal à s'alimenter parce qu'on a une maladie digestive chronique ou parce qu'on a un cancer. Voilà, là, il ne s'agit pas de troubles du comportement alimentaire. Donc, on prend en compte le contexte culturel, les normes alimentaires dans la culture étudiée. Donc, ça, c'était pour les définitions. Alors, dans le DSM-5, qui est la classification américaine des maladies mentales, j'aurais pu utiliser la CIM 10, mais enfin, on est entre la CIM 10 et la CIM 11. C'est en retard, madame. Donc, 7 troubles du comportement alimentaire sont décrits. L'anorexie restrictive ou avec compulsion alimentaire et purge, la boulimie, l'hyperphagie boulimique, l'acronyme BED est utilisé en anglais, Binge Eating Disorder. Donc ça, ce sont les 3 principaux troubles du comportement alimentaire. Ensuite, 3 autres qui sont plus des troubles de l'ingestion d'aliments, parce que le noyau psychopathologique est un peu différent. Donc, ce qu'on appelle un ARFID, je détaillerai plus tard, mais en gros, il s'agit d'une restriction alimentaire sans volonté de contrôle pondéral. Le PICA, qui est quelque chose d'assez rare, et le méricisme également. Et ensuite, dans la catégorie des troubles alimentaires non spécifiés, catégorie un peu fourre-tout, on a en fait tous les troubles qui ne répondent pas strictement aux critères, voilà, mais qui sont tout de même susceptibles d'entraîner une altération du fonctionnement et une souffrance. On dirait un mot de l'alimentation émotionnelle et du syndrome d'alimentation nocturne. Alors, une définition d'anorexie, donc il s'agit d'une restriction des apports alimentaires et énergétiques qui induit un sous-poids
Donc, on a des normes pour le sexe, l'âge et la taille. Et donc, cette restriction est durable et est associée à une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. Alors, parfois, surtout chez les plus jeunes, cette peur-là n'est pas exprimée, mais on identifie des comportements qui empêchent la prise de poids alors que le poids est trop bas. Un critère assez marquant est ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire l'altération de la perception du poids ou de la silhouette. Cette dysmorphophobie a tendance à s'aggraver avec la dénutrition, paradoxalement, ou une influence excessive du poids et de la silhouette sur l'estime de soi, ou une absence de conscience de la gravité de la maigreur qui est perçue par l'environnement. Alors, classiquement, on apprenait, il y a pas mal d'années de ça, on apprenait les 3A, anorexie, amaigrissement, aménorrhée. Le critère d'aménorrhée n'est plus retenu, d'une part parce que beaucoup de jeunes femmes ou de femmes prennent des contraceptions orales œstroprogestatives qui entraînent des hémorragies de privation. Donc, ça ne peut pas concerner les formes prépubères et puis évidemment les hommes, puisque vous l'avez en tête, je le préciserai, c'est une pathologie qui concerne beaucoup plus les femmes, mais qui concerne aussi des hommes. Donc, de type restrictif ou avec crise de boulimie et vomissement ou prise de purgatif, laxatif, diurétique, lavement. Donc, la boulimie, la survenue récurrente de crise de boulimie. Qu'est-ce qu'une crise de boulimie? C'est l'absorption en une période de temps limitée d'une quantité de nourriture très supérieure à ce que la plupart des gens mangeraient dans les mêmes circonstances et sur la même période de temps. Et avec ça, c'est un point très important à rechercher, le sentiment d'une perte de contrôle sur la prise alimentaire pendant la crise. Donc, dans la boulimie, il y a à la fois des crises de boulimie et des comportements compensatoires récurrents qui ont pour objectif d'empêcher la prise de poids, tels que des vomissements provoqués, la prise de laxatifs pour aller à la selle, la prise de diurétiques pour uriner davantage, des lavements, éventuellement d'autres médicaments tels que il existait un médicament qui augmentait qui empêchait l'absorption digestive des matières grasses, les conduites de jeûne et l'exercice physique excessif. Donc, pour pouvoir porter le diagnostic, on a une notion de fréquence et de durée, au moins une fois par semaine pendant 3 mois successifs. Une estime de soi qui est conditionnée par le poids et la silhouette et les normes, les objectifs que se fixe le sujet en termes de poids et de silhouette. Et pour parler de boulimie, il s'agit de préciser que ça ne survient pas dans le cadre d'une anorexie. C'est-à-dire, en gros, qu'il n'y a pas d'état de dénutrition sévère. Les patientes anorexiques qui ont des crises de boulimie se plaignent essentiellement de leur crise de boulimie, mais ça n'est pas ça le problème, c'est la dénutrition. Alors, l'hyperphagie boulimique, donc la survenue récurrente de crises de boulimie, donc on a vu les mêmes critères que précédemment, avec lors d'une crise de boulimie une vitesse de la prise alimentaire qui est très rapide, le fait de manger jusqu'à ressentir un inconfort digestif, tellement l'estomac est plein, le fait de manger de grandes quantités sans avoir faim du tout, le fait d'avoir honte de ce que l'on mange et de la façon dont on le mange, et une culpabilité, un dégoût, une tristesse après ces compulsions alimentaires. Donc la différence avec la boulimie, c'est source d'une souffrance marquée. Et la différence avec la boulimie, c'est qu'il n'y a pas de comportement compensatoire aux crises de boulimie. Donc, il y a en général un surpoids ou une obésité. Donc, pour ces 3 troubles alimentaires, le noyau psychopathologique commun est la préoccupation excessive pour le poids, la silhouette, l'alimentation. Le fait que l'estime de soi est conditionnée par le poids, la silhouette et le contrôle de l'alimentation ou la perte de contrôle.
Un point important à préciser, c'est que là, on décrit des troubles différents, mais qu'en fait, il y a de nombreuses formes de passage au fil du temps, c'est-à-dire qu'un patient peut commencer par une anorexie, évoluer vers une boulimie, puis vers une hyperphagie boulimique. L'évolution de l'anorexie restrictive vers l'anorexie avec compulsion ou vers la boulimie est d'ailleurs la règle, mais il y a aussi des formes de passage dans d'autres sens, de la boulimie vers l'anorexie, etc. Un mot des autres troubles de l'ingestion d'aliments, donc le PICA, qui est l'ingestion de substances non nutritives en dehors d'un contexte culturel ou religieux particulier. Il existe des régions du monde dans lesquelles on mange de l'argile ou des feuilles. Enfin voilà, c'est un contexte particulier. Là, on se situe en dehors de ce contexte-là. C'est un trouble qui concerne les enfants de plus de 2 ans, puisque avant 2 ans, les enfants mettent beaucoup de choses à la bouche sans que ce soit considéré comme pathologique. Donc, pourquoi c'est embêtant? Parce que ça peut donner évidemment des problèmes digestifs, donc douleur abdominale, constipation, éventuellement occlusion, perfusion digestive quand il y a ingestion d'un élément pointu. L'intoxication au plomb, bon, ça c'était plus quand les peintures contenaient du plomb. Éventuellement des infections parasitaires quand on mange de la terre. Donc ça survient dans des tableaux particuliers, en général de déficit intellectuel, d'autisme ou de schizophrénie. Le méricisme, alors qui est très rare, on entend très peu de patients en parler, mais finalement, un certain nombre de patients le font sans oser en parler. Donc, il s'agit de la régurgitation et de la remastication volontaire du contenu de l'estomac. Donc, c'est volontaire dans la mesure où il ne s'agit pas d'un reflux gastro-œsophagien ni de vomissement. Donc, on le voit dans 2 types de tableaux. D'une part, chez des enfants en bas âge dans un contexte de carence affective. D'autre part, et c'est quand même beaucoup plus rare, chez des adultes souffrant de troubles alimentaires. Un mot sur le trouble de restriction alimentaire. Donc, il s'agit bien d'un trouble alimentaire puisqu'il entraîne une perte de poids significative, une carence nutritionnelle, la nécessité de recourir à la prise de compléments nutritionnels oraux, parfois à la mise en place d'une nutrition entérale par sonde nasogastrique. Donc là, il s'agit d'une perte d'intérêt pour l'alimentation ou d'un refus alimentaire sans volonté de contrôle du poids et de la silhouette, plutôt en lien avec soit une aversion pour des textures, pour des goûts, ou alors en lien avec des douleurs abdominales. Les patients qui souffrent de douleurs abdominales chroniques peuvent être amenés à diminuer leur prise alimentaire, constater que ça diminue sur le moment leur douleur et donc entrer dans ce cercle vicieux. Voilà. Et donc, c'est un trouble distinct de l'anorexie et de la boulimie. Il n'y a pas de perturbation de la perception de la silhouette. Et évidemment, ça n'est pas lié à une maladie physique. Ou alors, comme je vous parlais des douleurs abdominales chroniques, chez des patients qui ont, par exemple, des troubles fonctionnels intestinaux, il y a une pathologie somatique. Cependant, la sévérité de la pathologie somatique n'explique pas la difficulté à s'alimenter. Bon, et ensuite, tous les troubles alimentaires non spécifiés. Donc, je dirais un mot d'alimentation émotionnelle et de l'orthorexie. Le syndrome d'alimentation nocturne est finalement assez proche de l'alimentation émotionnelle, sauf que ça se manifeste la nuit. Et donc, oui, avec une notion de continuum des troubles, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors, un mot sur l'orthorexie. Donc, il s'agit là d'une rigidité
quant au choix des aliments, quant à la qualité des aliments qui doivent être bio, par exemple, avec une préoccupation très forte d'une alimentation la plus saine possible. Alors, ça n'est pas considéré comme un trouble alimentaire. Il y a cependant un certain retentissement sur le fonctionnement, puisque eh bien, ça oblige à des règles très strictes. On ne peut pas aller manger chez n'importe qui, on ne peut pas aller manger n'importe où. Il est nécessaire de planifier, de faire ses courses à tel ou tel endroit. Donc voilà, il y a quand même un retentissement. Alors, l'alimentation émotionnelle. Donc, dans cette idée d'un continuum, donc dans l'alimentation émotionnelle, il s'agit de manger pour répondre à une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Alors, il peut s'agir de se réconforter quand on se sent triste, de se gratifier quand on a réussi quelque chose ou passer un bon moment, d'apaiser de l'anxiété, etc. Donc là, le déterminant de la prise alimentaire n'est pas la faim et l'arrêt n'est pas conditionné par la satiété, mais par des émotions. Ensuite, la compulsion. Donc là, il y a la notion d'un besoin impérieux d'une prise alimentaire, même si on n'en a pas envie, même si on se dit qu'on ne devrait pas. Et en général, c'est déclenché par des émotions négatives. Voilà, l'objectif est là aussi d'apaiser une émotion plutôt négative, mais avec la notion de compulsion, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Et ensuite, la crise de boulimie. Donc là, il y a vraiment une perte de contrôle avec une ingestion d'une quantité importante d'aliments. Il n'y a pas de plaisir alimentaire, plaisir qu'on peut retrouver dans l'alimentation émotionnelle et même dans la compulsion. Donc, alors, là, c'est pour illustrer cette notion de continuum. Donc, on partirait de l'orthorexie qui, comme je vous le disais, n'est pas considérée comme un trouble. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Ensuite, le trouble de restriction alimentaire, puis l'anorexie mentale. Et dans une autre dimension, on partirait de l'alimentation émotionnelle qui n'est pas un trouble non plus, pour aller vers les compulsions, puis vers la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Donc voilà, je vous ai remis ce schéma que je vous avais déjà montré. Alors, comment dépister les troubles alimentaires? Donc, il existe une échelle très simple, utilisable en pratique clinique générale, qui s'appelle l'échelle SCOFF, qui est d'une sensibilité de 100% et une spécificité de presque 90%. Vous faites-vous vomir lorsque vous avez une sensation de trop-plein? Êtes-vous inquiet d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez? Avez-vous récemment perdu plus de 7 kilos en 3 mois? Vous trouvez-vous trop gros alors que les autres vous disent que vous êtes trop mince? Diriez-vous que la nourriture domine votre vie? Et une réponse positive à 2 questions au moins indique très fortement l'existence d'un trouble alimentaire. Bon, 2 mots sur l'épidémio. Donc, prévalence des troubles alimentaires, tous confondus sur la vie entière, 8,4% chez les femmes, 2,2% chez les hommes. Donc, l'anorexie, 0,5% des filles de 16-19 ans, beaucoup moins de garçons. La boulimie, c'est beaucoup plus fréquent, 1,5%, toujours dans une population jeune. Et l'hyperphagie boulimique est un trouble encore plus fréquent dans la population générale et qu'on peut trouver à tout âge. Autant l'anorexie, la boulimie sont des maladies plutôt de l'adolescent et de l'adulte jeune qui peuvent persister à l'âge adulte, mais ce n'est pas le plus fréquent. Autant l'hyperphagie boulimique et se manifeste à tous les âges. Donc, un sexe ratio très déséquilibré. Donc, pour l'anorexie, 1 homme pour 8 femmes. Pour la boulimie, 1 homme pour 3 femmes. Pour l'hyperphagie boulimique, en revanche, c'est quand même davantage réparti, même s'il y a toujours plus de femmes. Donc, comme je vous le disais, des pathologies de début précoce. Donc, pour l'anorexie, 15-25 ans, même s'il existe des formes qui débutent avant la puberté. La boulimie, c'est
à peu près pareil. L'hyperphagie boulimique, ça commence en général plus tard. Donc, je vous dis un mot alors, on n'a pas identifié de cause, mais un mot de différents facteurs prédisposants, déclenchants et d'entretien. Donc, on considère qu'il y a des éléments de vulnérabilité génétique, alors surtout dans l'anorexie, jusqu'à 70% selon certaines études. Des anomalies biologiques, et c'est là qu'on commence à... on avait déjà parlé des compulsions, mais c'est là qu'on commence aussi à penser à l'addiction. Des anomalies du système de récompense, avec notamment qui implique la dopamine dans la motivation et les endorphines dans le plaisir. Des anomalies au niveau du système de l'appétit, la gréline et l'insuline. La sécrétion d'insuline est déclenchée normalement par l'hypoglycémie. Et des anomalies du système de satiété qui impliquent la sérotonine. Dans les facteurs prédisposants, on note aussi des stress précoces, difficultés périnatales, maltraitance, abus sexuels, comme dans énormément de pathologies psychiatriques et addictologiques. Des éléments psychologiques tels qu'un perfectionnisme, un défaut d'estime de soi, symptomatologie dépressive, des TOC, une anxiété sociale, des phobies. Il y a des facteurs familiaux, les habitudes alimentaires, les croyances alimentaires peuvent, ne déclenchent pas chez tous les sujets des troubles alimentaires, mais en tout cas peuvent favoriser. Bien sûr, les maladies chroniques qui nécessitent de suivre un régime, comme un diabète insulinodépendant, une hypercholestérolémie familiale, des intolérances alimentaires, des allergies alimentaires par exemple. Et puis tous les sports à catégorie de poids. Qu'est-ce que j'ai en tête? Le judo, la boxe, et tous les sports et métiers esthétiques, la danse, le mannequinat, etc., etc. Donc les facteurs précipitants qu'on retrouve à l'anamnèse, un régime, ça c'est le plus classique, c'est celui qu'on a le plus souvent en tête. Une perte de poids involontaire peut aussi déclencher chez certains patients plus vulnérables l'apparition d'un trouble du comportement alimentaire. Par exemple, le fait de se faire enlever les dents de sagesse ou d'avoir un syndrome grippal et de ne pas s'alimenter pendant quelques temps et de perdre du poids dans ce contexte, ça peut déclencher chez des individus prédisposés un événement de vie négatif, un stress, et puis la puberté qui, on l'a bien en tête, est un stress avec pas mal de modifications hormonales. Donc les facteurs d'entretien, neuropsychologiques, des anomalies de la prise de décision. En fait, je ne vais pas forcément détailler beaucoup, mais une difficulté à percevoir les conséquences à long terme de ces prises de décision. Un défaut de flexibilité cognitive, une rigidité cognitive qui implique qu'on reproduit les mêmes comportements même si on n'obtient pas le résultat qu'on souhaite. Les anomalies du système de récompense. Chez la plupart des gens, la prise alimentaire d'aliments appétissants induit une sensation de plaisir, c'est vécu comme une récompense. Chez les patients souffrant d'anorexie, par exemple, c'est l'inverse, c'est un stimuli aversif. Et des anomalies de la conscience interoceptive, c'est-à-dire de la perception et de l'interprétation des sensations physiques internes, avec une confusion entre les sensations de faim et de satiété et les émotions. On n'arrive plus à savoir si on a faim ou si on est en proie à une émotion. Et on a une seule réponse qui est la prise alimentaire. Donc les comorbidités sont nombreuses, donc la dépression, les troubles de l'humeur bipolaire, un mot sur le risque suicidaire.
Évidemment, le risque suicidaire qui est associé à la dépression, qui est associé au trouble de l'humeur bipolaire, mais qui est extrêmement élevé dans l'anorexie. Des TOC sont associés aux troubles alimentaires, des troubles anxieux, des troubles de personnalité, alors soit de personnalité obsessionnelle, soit personnalité émotionnellement labile type borderline, les troubles du contrôle des impulsions comme la kleptomanie et puis les conduites addictives. Là, il y a vraiment une association très importante entre troubles alimentaires et conduites addictives, alcool, tabac, cannabis et puis d'autres avec des substances illicites, notamment chez les patientes anorexiques avec compulsion et dans la boulimie. Alors, est-ce que les troubles alimentaires doivent être considérés comme des addictions ? Donc ça, en effet, c'est une question qui se pose depuis un certain nombre d'années. De ce que j'ai lu, il n'y a pas de réponse tranchée. Donc si on reprend les termes, l'addiction, ce que j'ai trouvé comme définition, c'est une dépendance entraînant une conduite compulsive et une perte de liberté. La dépendance étant un état pathologique résultant de l'absorption répétée d'une drogue et qui se manifeste par le besoin impérieux de continuer cette absorption sans tenir compte des conséquences négatives. Alors là, déjà, on a un problème parce que autant on peut se passer de tabac, d'alcool, de cannabis, de cocaïne, de tout ce type de substances, autant on ne peut pas se passer d'alimentation. Donc, addiction, oui, mais on ne pourrait pas viser une éviction de l'alimentation. De la même façon, si on réfléchit à une addiction comportementale, on peut se passer de jouer, on ne peut pas se passer de manger. Bon, ce qui est certain, c'est que l'alimentation est une source de plaisir et l'alimentation implique le circuit de la récompense avec la dopamine. Donc, plusieurs pistes, une addiction à la perte de poids ou à la maigreur, une addiction au jeûne, une addiction à l'activité sportive, aux compulsions ou à la nourriture. Alors, addiction à la maigreur. Donc, ça, c'était une hypothèse qui avait été formulée par une équipe française en 2019 avec une étude d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc, cette étude montrait que le système de récompense était activé chez des patients anorexiques lorsqu'on leur montrait des images de maigreur. Alors que ça n'activait pas du tout le système de récompense chez les patients ne souffrant pas d'anorexie. Alors, addiction aux jeunes. Donc, normalement, chez les sujets sains, l'ingestion d'aliments appétissants déclenche la sécrétion d'endorphines, donc il y a une sensation de plaisir. Et au contraire, ça aussi, ça a été mis en évidence, chez les sujets souffrant d'anorexie, l'exposition aux aliments est plutôt aversive et c'est le jeûne ou la restriction alimentaire qui déclenche la sécrétion d'endorphines. Alors, l'addiction à l'activité sportive, donc en fait, déjà, on observe deux types d'activités physiques. Donc, il y a une activité physique excessive dans au moins l'anorexie et la boulimie, pas dans l'hyperphagie boulimique. Donc, deux types sont mis en évidence. Une activité physique excessive volontaire qui est une stratégie de dépense d'énergie et donc de contrôle du poids. Mais on observe aussi une activité physique excessive involontaire qui augmente avec la sévérité de la dénutrition. Donc, la physiopathologie de ça n'est pas complètement élucidée. Voilà, certains évoquent des comportements, un peu archaïques de mobilisation pour chercher de l'alimentation quand on est dénutri. Voilà, mais bon, donc ça échappe à la volonté. Et
ce qui a été mis en évidence aussi, c'est que chez certains, dans un sous-type d'anorexie, une activité physique intense, malgré la fatigue, malgré l'existence de blessures, de douleurs, malgré l'absence de prise alimentaire suffisante, entraîne l'apparition d'émotions positives, davantage d'émotions positives à la fin de l'activité physique intense qu'avant, et permettent une diminution de la dysmorphophobie, c'est-à-dire du fait de se voir gros alors qu'on ne l'est pas. Voilà, donc un lien là entre l'activité, une dépendance à l'activité physique excessive et l'anorexie et la boulimie. Alors, est-ce qu'on peut parler d'addiction aux compulsions? Donc, on a vu que la compulsion, c'était une stratégie de régulation des émotions négatives. Donc, voilà, on peut ressentir le besoin irraisonné lorsqu'on est en proie à des émotions négatives. Il y a votre micro qui a été coupé, Madame Lazarette. On vous entend toujours pas. Là, c'est bon? Ouais, Bon, pardon, désolé. c'est pas grave. Alors, est-ce que je peux revenir à ça? C'est bon? Vous voyez le diaporama? Alors là, Oui, c'est parfait. Vous étiez à compulsion. Vous parliez des compulsions quand vous d'accord. avez coupé Donc, votre je micro. disais que les compulsions sont une stratégie de régulation des émotions négatives. Et donc, voilà, on peut, c'est ce qui entretient le besoin d'en faire. Il y a aussi le fait que chez les patients qui souffrent de boulimie ou d'anorexie, il y a de nombreux aliments considérés comme interdits ou dangereux parce que perçus comme trop caloriques, dont la prise n'est possible que lors des compulsions. Donc avec là une sensation de plaisir, puisque enfin on relâche le contrôle qu'on exerce en permanence sur le choix d'aliments et en plus on relâche le contrôle sur la quantité. Bon, et ensuite la notion d'addiction à la nourriture. Alors, il existe une échelle d'addiction à la nourriture qui s'appelle la Yale Food Addiction Scale, bon, qui évalue un peu sur le principe des conduites addictives, le fait de continuer à consommer en grande quantité malgré les conséquences négatives. Voilà. Et en fait, ça concerne certaines formes graves d'hyperphagie boulimique. Donc, l'addiction porte là sur des aliments gras et sucrés essentiellement. Et ça fait partie des choses que l'on recherche dans les bilans avant chirurgie bariatrique. En gardant en tête que l'hyperphagie boulimique est un trouble alimentaire, donc est une contre-indication à la chirurgie bariatrique et évidemment encore plus quand il y a une addiction à la nourriture. Donc un mot sur la prise en charge. Donc le point principal est qu'il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire. C'est une maladie, ce sont des maladies psychiques, mais qui ont un retentissement physique important. Donc, ce qui est recommandé, c'est l'association d'au moins un somaticien et d'un non-somaticien, psychologue ou psychiatre. Donc, le somaticien peut être le médecin généraliste, le médecin nutritionniste, l'endocrinologue, le pédiatre pour les plus jeunes. Il peut y avoir l'intervention d'un diététicien, c'est préférable. L'objectif étant une évaluation globale, somatique, nutritionnelle et psychique, et en n'oubliant pas de prendre en compte la dynamique familiale et sociale. La prise alimentaire, les repas ont aussi une fonction sociale et se manifestent dans la vie familiale.
Bon, donc très rapidement, la prise en charge somatique. Donc, oui, pour vous donner quelques repères que vous avez peut-être, mais donc chez l'adulte, un indice de masse corporelle normal, l'indice de masse corporelle étant le poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Donc chez l'adulte, un indice de masse corporelle normal est compris entre 18,5 et 25 kilos par mètre carré. Donc c'est une fourchette assez large. Tout le monde n'étant pas voué à avoir le même poids d'équilibre ni la même corpulence. Le poids d'équilibre étant le poids qui reste stable plus ou moins 2 kilos quand on mange en respectant ses sensations de faim et de satiété. Donc on parle de dénutrition quand l'indice de masse corporelle est inférieur à 17. Voilà, avec des degrés de sévérité, plus l'indice de masse corporelle diminue. On parle de surpoids quand il est compris entre 25 et 30, d'obésité au-delà de 30, avec notion d'obésité morbide au-delà de 40. Et chez l'enfant et l'adolescent, il existe des courbes en fonction du sexe et de l'âge. Et donc, vous avez on se réfère à des percentiles et on se réfère surtout à l'évolution de la courbe avant l'apparition du trouble alimentaire. Bon, donc juste ça pour vous dire ce qui est important de repérer quand on fait un examen physique. Voilà, on a en tête, je pense, plus l'inquiétude somatique pour les patients très dénutris, mais les patients qui souffrent d'hyperphagie boulimique et qui donc sont en surpoids ou obèses, il est important aussi de prendre en charge les conséquences de ce surpoids ou de cette obésité. Donc la diététique, l'objectif de l'intervention diététique, c'est d'abord une éducation, une information sur les besoins nutritionnels normaux, une évaluation des prises alimentaires en quantité, en diversité et en fréquence. Certaines personnes ne mangent qu'une fois tous les 2 jours et il ne s'agit que de crise de boulimie, donc ça c'est important à préciser. On repère et on corrige les fausses croyances sur l'alimentation, fausses croyances du type les féculents font grossir, le gras c'est mal, etc. Une alimentation diversifiée doit inclure tout type d'aliments et on négocie des objectifs alimentaires gradués. Sur le plan psychiatrique, donc on fait une anamnèse du trouble en repérant les facteurs prédisposants, précipitants et les facteurs d'entretien. On évalue les comorbidités, alors en sachant que, évidemment, ce qui prime, c'est, il est important de prendre en compte de l'urgence physique, mais une dépression sévère, une crise suicidaire impose une prise en charge prioritaire. De la même façon, des addictions importantes associées nécessitent d'être prises en charge dans la mesure du possible parce que ça va compliquer le soin du trouble alimentaire. On évalue le contexte familial et social. Juste un mot sur l'état de mal boulimique. Il s'agit de situations dans lesquelles les patients n'ont plus de repas normaux et n'ont que des crises de boulimie qui surviennent de façon répétée, comme un état de mal épileptique dans lequel il y aurait une épilepsie, des manifestations épileptiques permanentes. Donc, je me rends compte que j'ai rien mis sur le traitement médicamenteux, bizarrement. Bon, alors, un mot sur les techniques de psychothérapie qui ont montré leur efficacité dans la prise en charge des troubles alimentaires. La thérapie cognitive et comportementale, la thérapie interpersonnelle et dans l'anorexie, surtout chez les sujets jeunes qui vivent encore en famille, la thérapie familiale ou mieux encore la thérapie familiale, multifamiliale, plusieurs familles en même temps. Des stratégies de méditation de pleine conscience, des stratégies de gestion du stress, la méditation de pleine conscience par exemple, et des stratégies de remédiation cognitive pour assouplir la rigidité cognitive, apprendre à
corriger ses croyances. Alors, très important, et c'est là qu'on rejoint finalement, enfin, je ne suis pas addictologue, hein, mais de ce que je sais, les prises en charge en addictologie, il s'agit dans un premier temps de promouvoir la motivation au changement. Dans l'anorexie, bon, on l'imagine aisément, ce que l'on souhaite, c'est que le patient reprenne une alimentation suffisante et revienne à un poids normal. Et c'est exactement le contraire de ce que veut le patient. Donc la motivation, on doit travailler la motivation à accepter une reprise de poids, une progression vers un poids de santé. Dans la boulimie, il s'agit d'accepter de ne plus contrôler son poids. Parce que je vais vous montrer une diapo juste après. Quand on cherche à perdre du poids, on se prive de manger et ça favorise la survenue des compulsions. Donc, c'est contre-productif. Donc, le fait de mettre le contrôle du poids au second plan permet de diminuer la fréquence et l'intensité des compulsions. Et dans l'hyperphagie boulimique, là aussi, il faut accepter, il faut promouvoir une motivation au changement, puisque le patient a développé des stratégies de gestion de ses émotions négatives et a développé un fonctionnement alimentaire. Voilà, ça va lui demander un effort de manger plus lentement, de se demander s'il a faim, s'il est rassasié, de faire de plus petites quantités, etc., etc. Donc, il s'agit aussi de restaurer l'estime de soi, voire de la développer si elle est très faible, d'améliorer les relations interpersonnelles, notamment par l'apprentissage des techniques d'affirmation de soi, et de prendre en charge des symptômes psychotraumatiques quand il y en a. Et on l'a vu, c'est un facteur de vulnérabilité, donc il n'est pas rare d'en trouver. Donc, je vous montre ce schéma de modélisation de la boulimie qui permet de comprendre par quel biais on va appréhender la prise en charge en psychothérapie. Donc, on part d'une mauvaise image de soi, associée à une importance forte accordée au poids et à la silhouette, avec l'idée que si on arrive à obtenir le poids et la silhouette qu'on souhaite, eh bien, on aura davantage confiance en soi. Donc, ceci entraîne la mise en place de restrictions alimentaires, diminution des quantités, éviction de certaines catégories d'aliments, qui aboutit à un état de dénutrition. Alors, la dénutrition, ça n'est pas seulement la maigreur. On peut être dénutri même si on n'est pas amaigri, même si on est obèse d'ailleurs. Mais au sens large, là, cette notion de dénutrition concerne aussi ce qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire le fait de ressentir de la culpabilité quand on mange certains aliments ou quand on dépasse certaines quantités. Et ça favorise la survenue de crises de boulimie, qui elle-même favorise la survenue de vomissements. Les crises entretiennent les restrictions. J'ai craqué, donc c'est mal, je ne le referai plus. Entretiennent les préoccupations pour le poids et la silhouette et dégradent de soi. Je suis nulle, je ne suis pas capable de me contrôler. Et donc, on tourne en rond. Les vomissements, bon, rajoutent une difficulté supplémentaire puisqu'ils favorisent les crises. On a d'autant plus de facilité à faire une crise qu'on sait qu'on pourra vomir et ils entretiennent la dénutrition. Voilà, donc le point clé, ce sera de travailler en premier sur la diminution de la restriction pour cesser d'alimenter le cercle vicieux. Et ensuite, on pourra bien sûr travailler sur l'estime de soi, voilà, et sur les relations interpersonnelles. Donc ça, ce sont les interactions avec l'environnement. Et sur la pensée dichotomique, la pensée en tout ou rien, qui est en général associée à un perfectionnisme. Donc, juste un mot, je pense que vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Donc, comment promouvoir la motivation? Les entretiens motivationnels, on en a parlé. Les étapes du changement, le cycle de Prochaska et Di Clemente. Donc, en gros, pour et contre la thérapie,
grille de décision avec la distinction des arguments des éléments qui sont positifs à court terme et qui ne le sont plus à long terme. Bon, ça, juste, là aussi, vous connaissez ça, juste pour rappeler que c'est pas parce qu'on rechute que c'est fichu. On peut refaire un tour du cycle motivationnel. En général, on l'accomplit plus rapidement quand on l'a déjà accompli. Donc, l'objectif de la prise en charge étant de retrouver une liberté de manger. Donc, on parlait tout à l'heure dans la notion de dépendance, de perte de liberté. Donc voilà, au moins, on n'arrête pas de manger puisqu'on ne peut pas s'en passer, mais au moins, on mange sereinement, sans compter les calories, sans chercher à équilibrer ses repas, sans chercher à compenser les écarts alimentaires ou considérés comme tels antérieurs, sans tenter de prévenir les excès éventuels à venir et sans tenir compte du point de vue de l'entourage, parce que la plupart des gens ont un avis sur ce qu'il faut manger ou ne pas manger. Voilà, donc juste, je vous ai mis quelques éléments de bibliothérapie. Bon, il y en a d'autres, hein, mais moi, j'ai l'habitude de travailler sur cela. Faire face à l'anorexie ou à la boulimie d'Alain Péroux. Maigrir sans régime du docteur Zermati pour les patients qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Voilà, ça, ce sont 2 romans témoignages que j'ai lus, que j'ai trouvé assez vrais, même si Pavillon des enfants fous, qui a été écrit il y a très longtemps, donne une image vraiment peu reluisante de la psychiatrie. Et voilà, et je vous ai mis mes 2 adresses mail professionnelles à l'hôpital de Nîmes et pour le Libéral. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci à vous, c'était super intéressant et on retrouve effectivement beaucoup de choses de la dicto dans les prises en charge, bien évidemment, notamment sur tout ce qui est l'accompagnement global, l'accompagnement en réseau, ne pas rester seul face à ces situations. Moi, j'ai noté que ce que vous appeliez compulsion, nous on appelle ça craving, c'est-à-dire que c'est la nécessité d'aller prendre quelque chose pour être mieux ou pas mal. Qu'on retrouve complètement ce qu'on utilise nous dans la réduction des risques, c'est-à-dire que effectivement l'alimentation est nécessaire pour vivre, mais dans notre prise en charge souvent on considère que de toute façon la consommation est actuellement, enfin au moment où on prend les gens en charge, nécessaire pour eux, et donc c'est une réduction des risques et c'est un accompagnement en faisant avec le fait qu'ils utilisent des produits X ou Y, qu'ils ont des comportements X ou Y. Donc, on retrouve complètement ces prises en charge au jour le jour et avec un accompagnement, une empathie, enfin tout ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions, si quelqu'un veut poser des questions. Là, il y avait dans les questions qui avaient été posées en amont, il y avait vers quelle structure orienter. Donc, je ne sais pas si vous aurez une réponse à ça. Et puis, il y avait compulsion pour combler des vides affectifs, mais ça, vous y avez en partie répondu. Et TCA dans le cadre de consommation excessive non raisonnée chez des patients, est-ce que c'est une problématique addictive ou psychiatrique? Là aussi, vous avez donné un certain nombre de pistes. Donc là, on a sur le chat, il y a Laure Chac qui dit qu'à Aix, à la Villa Floréal, il y a des prises en charge de TCA. Tout le monde dit que c'était très, très bien, en tout cas. Peut-être je peux dire un mot. Dans la région, bon, il y a eu une labellisation de l'ARS récemment. Alors moi, je connais mieux la région Occitanie, puisque je suis quand même plus tournée vers le Gard, même si je reçois pas mal de patients du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.
Donc, le centre Nîmes, l'hôpital de Nîmes, qui propose des prises en charge conjointes par l'équipe de psychiatrie et par l'équipe du service des maladies métaboliques et endocriniennes, a été labellisé centre de recours de niveau 2. Et l'hôpital La Péronie à Montpellier, pareil, il y a une collaboration entre le département d'urgence et post-urgence psychiatrique avec le professeur Guillaume et les 2 services d'endocrinologie. C'est un centre de recours de niveau 3, donc ultra spécialisé. Voilà. Après, je ne sais pas si cette labellisation a été proposée par l'ARS côté Bouches-du-Rhône. Bon, évidemment, pour les plus jeunes, le service de pédiatrie de l'hôpital d'Avignon avec le docteur Ponce propose des suivis. L'espace Arthur à Marseille est une unité d'hospitalisation spécialisée, mais qui est extrêmement sollicitée. Donc ça, c'est en pédopsie. Et en psychiatrie, pour les adultes, il y a une collaboration entre le professeur Darmon en endocrinologie. Alors, je ne sais jamais si c'est à la Conception ou… Bref, dans un des hôpitaux universitaires marseillais. Voilà, avec une psychiatre dont j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra. Voilà, donc, et après, les centres spécialisés. Alors, moi, je ne connais pas cette clinique à Aix, la Villa Floréal, vous disiez. Non, ce n'est pas une clinique, c'est un centre d'addictologie, c'est un XAPA. D'accord, d'accord. Qui propose aussi des suivis pour les troubles alimentaires. Mais souvent, quand même, les XAPA et les centres d'hospitalisation, enfin, ou les centres de consultation prennent en charge les TCA aussi dans leurs prérogatives. Après, il y a un attrait plus ou moins important. Et donc là, du coup, je ne sais pas si vous suivez la conversation, donc Lorchac parlait aussi de l'équipe mobile Addicto sur Pertuis, effectivement, qui peut aussi aider à ça. Et sur Nice, il y a le CHU de Nice, le centre XERES et les XAPA niçois. Voilà. Et sur le chat, il y avait aussi une remarque suite à l'arrêt d'autres substances, alcool, cocaïne, ecstasy. De nombreux adhérents de nos associations ont des TCA qui n'ont pas d'effet psychotrope. Je ne sais pas si Sylvie veut en dire plus, parce que comme ça, on saisit pas obligatoirement tout ce qu'il y a derrière. Sylvie de la Zap Addiction. Oui, excusez-moi, il reste plus beaucoup de temps. Oui, alors je ne sais pas si vous l'avez constaté, donc les personnes considèrent que c'est moins grave, souvent. Et c'est difficile de les encourager à poursuivre ou à engager des soins là-dessus aussi, en fait. Beaucoup deviennent diabétiques, enfin, les appétences au sucre après l'arrêt d'alcool, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de diabétiques parmi nous. Alors oui, je ne sais pas si Mme Lazarette a quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, j'imagine qu'effectivement, c'est compliqué de s'engager encore dans des soins quand on a déjà fait l'effort d'arrêter la consommation de substances. Après, je pense que là encore, c'est le retentissement qui permet d'aider les patients à remettre en question ce type de comportement. Et c'est dans le continuum aussi, effectivement. On a souvent le passage d'un produit à une problématique, à un comportement et compagnie. Donc, c'est vraiment un accompagnement global en dehors du produit en lui-même qui peut être intéressant. Mais c'est ce que tout le monde fait de toute façon, ça c'est sûr. Merci beaucoup. D'autres remarques, d'autres questionnements?
J'aurais une question parce que nous, on intervient dans les établissements scolaires et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous parlent de troubles du comportement alimentaire et elles sont beaucoup dans la restriction et du coup, elles me parlaient de alimentation intuitive. Et du coup, je voulais savoir parce que du coup, on va les orienter vers, justement, vu que c'est à Nice, vers l'Exapa parce que je sais qu'ils prennent en charge les TCA. Mais j'aimerais savoir si l'alimentation intuitive, quand on souffre de TCA, c'est considéré comme, on va dire, bien ou non, c'est plutôt à éviter? Alors, toute la difficulté, c'est que quand on souffre d'un trouble alimentaire, l'alimentation est conditionnée par ses croyances plus que par les sensations alimentaires. L'alimentation intuitive, ce serait une alimentation guidée par les sensations de faim et de satiété. Voilà, l'organisme est théoriquement capable de guider notre envie plus vers les aliments qui contiennent les nutriments dont on a besoin. Et on peut aussi ressentir un rassasiement sensoriel spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a plus faim pour un aliment, mais encore faim pour un autre au cours d'un repas. Bon, mais dès lors que on considère qu'on doit atteindre tel poids, tel IMC, telle silhouette, et que tel aliment est bon, l'autre est mauvais, ça vient complètement brouiller les perceptions, la perception des sensations physiologiques. Et donc là, ce qui est intuitif, finalement, c'est l'application des croyances alimentaires. Donc, c'est compliqué. En général, les gens qui souffrent d'anorexie ou de boulimie sont très, très au fait de la nutrition, se sont énormément renseignés, connaissent les calories, connaissent les compositions, avec pas mal de croyances erronées, mais en tout cas, utilisent leurs connaissances diététiques pour justifier leurs troubles alimentaires. Donc, l'alimentation intuitive, tout dépend de quelle alimentation intuitive on parle, finalement. Oui, d'accord, oui, parce que c'était souvent, oui, mais je prends que 2 repas par jour parce que j'écoute mon corps et que du coup, j'ai faim que 2 fois par jour. Donc, les justifications sont souvent comme ça par rapport à l'alimentation intuitive. Mais du coup, Donc, il s'agit de ça ne rationalisation. l'est pas. Ouais. Ok. Merci. Bon, merci bien, mais effectivement, toujours travailler avec les croyances et les dires des patients. De toute façon, c'est notre pain quotidien et c'est grâce à ça qu'on réussit à avancer avec eux. Donc, on va terminer là. Donc, juste deux petites choses. Donc, il y avait quelqu'un qui se plaignait qu'il y ait peu de formation sur les TCA, mais du coup, il y a des adresses, des formations qui existent quand même avec les organismes de formation continue. Et puis, donc, merci Madame Lazarette, c'était vraiment très intéressant. Donc, on profitera de vos enseignements, entre guillemets, parce que ce pas des enseignements, mais de vos paroles. Vous pourrez donc regarder ça sur notre en replay, là. On vous enverra le lien. Et donc, le prochain Art Café, c'est le 7 mars, hein, avec le rôle du patient expert en addictologie. Donc, c'est sur le même format. Et on espère que vous allez passer un beau mois de février. Merci encore à tout le monde. Merci. 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 À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Au revoir.